Autour d'une table ronde consacrée à une problématique ô combien dans l'actualité, puisque nous allons parler ensemble de la relocalisation industrielle, les challenges, les opportunités pour la relocalisation des productions de demain. Pour en parler, j'invite Franck Zal à venir à mes côtés, directeur des Marinas et président de Biotech Santé Bretagne. Jacques Longépé est également avec nous, le nouveau directeur Bretagne de Sanofi. Merci de prendre place. Je n'oublie pas d'appeler, il est au fond de la salle, Henri Souris-Lavergne, qui nous a accueillis ce matin, le directeur Timac Agro Bretagne-Loire, et puis André Prigent, qui doit être là également, André. Voilà, le président d'Agrimer. Merci à tous les quatre de vous installer. On va passer ensemble, à peu près 40 minutes, hein, avec la possibilité, évidemment, pour vous de poser des questions. Normalement, il y a 2 micros, oui, et puis on en garde un pour la salle. Ça va aller? Voilà, on va faire comme ça. L'idée de cette table ronde, vous avez choisi cette thématique pour illustrer votre assemblée générale en se disant, voilà, on parle beaucoup d'industrie, de souveraineté. C'est un mot qui émaille aujourd'hui, vous l'avez noté comme moi, de très nombreux discours officiels, le retour de la souveraineté industrielle. Une fois qu'on a dit ça, on fait comment? Quels sont les ingrédients, si j'ose dire, pour reprendre là aussi une formule que nous avons entendue dans des présentations précédentes, quels sont les ingrédients ou plutôt les conditions nécessaires à cette relocalisation des activités productives, ici bien sûr en Bretagne et évidemment dans le secteur de la santé et de la biotech qui nous intéresse ensemble particulièrement ce matin. Les 4 témoignages qui vont pouvoir être partagés ce matin avec vous 4, messieurs, vont illustrer, j'allais dire, chacun peut-être une facette de cette dimension-là, mais je pense qu'on va pouvoir baliser nos échanges autour de 3 ou 4 questionnements un petit peu forts qui peuvent être les prérequis scientifiques pour les compétences à maîtriser pour piloter ce redéploiement industriel. La question est aussi du financement, comment financer des investissements qui sont, on le sait, on le pressent, qui sont toujours qui sont lourds, donc comment réussir à flécher cet investissement nécessaire sur des programmes industriels. Comment concilier, et ça aussi c'est un projet, un point un peu sociétal, mais qui je pense a une certaine résonance et on ne peut pas s'empêcher d'y penser quand on est ici à Saint-Malo, comment concilier la présence d'une activité industrielle avec des activités humaines, urbaines, riverains, etc. On sait que c'est pas si simple et que ça aussi ça fait débat. Et donc voilà les quelques pistes que l'on peut aborder ensemble avec en toile de fond peut-être l'idée, mais finalement il y a aussi une question de formation dans tout ça. Comment attirer les plus jeunes vers ces métiers de l'industrie, leur donner ce goût de l'industrie, voilà de ce dont on va pouvoir parler ensemble ce matin. Un petit tour de table rapide peut-être pour que chacun puisse en quelques mots dire d'où il parle, comme on dit. On va peut-être commencer avec vous, Jacques Longépé. Je le disais presque en clin d'œil en vous accueillant sur ce plateau. Vous êtes le nouveau directeur Bretagne de Sanofi. Sanofi a une usine en Bretagne qui est située à Ploërmel. Vous avez pris vos fonctions au début du mois de juin, je crois, c'est ça. C'est une usine très particulière parce qu'elle produit un composant qu'on retrouve dans un médicament de portée internationale qui sauve des vies quotidiennement. On ne sait pas toujours ni que c'est fabriqué ici, ni comment c'est fabriqué. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Et on parlait de relocalisation, donc à titre personnel, je me relocalise aussi puisque je suis originaire de Nantes et après un petit tour dans différentes régions de France, je reviens travailler pas trop loin de chez moi. Oui, alors Ploërmel, donc le site a été créé en 1981. Donc l'objectif pour le groupe était d'implanter un site au cœur même de la Bretagne, de façon à être au plus près, donc position stratégique pour récupérer donc un sous-produit dans les abattoirs porcins. Et donc de ce sous-produit, nous extrayons l'héparine. Donc c'est un anticoagulant. Alors après une purification que l'on commence sur le site et une chaîne de valeur un peu longue et que l'on fait sur différents sites du groupe. On fournit donc un produit, donc un injectable qu'on connaît en France sous le nom de Lovenox, qui est effectivement un produit de santé majeur, qui est un produit aussi très important pour le groupe. C'est le 3e produit du groupe Sanofi, donc le chiffre d'affaires, pour le citer, 1,4 milliard d'euros.
Voilà, c'est vraiment un très très grand produit et qu'on fabrique sur le site. Il y a d'autres sites de production ailleurs ou c'est l'un des principaux? C'est nous qui commençons. Et ensuite, on a par exemple une partie découpage enzymatique pour faire des héparines de bas poids moléculaire sur un autre site. Et après, il y a plusieurs sites de pharmacie. Donc qui mettent en forme galénique, donc essentiellement les seringues, différents pays, souvent au plus proche des utilisateurs. Alors, gros programme d'investissement aussi sur le site de Ploërmel, on y reviendra et on verra comment justement votre groupe s'organise pour maintenir cette activité à Ploërmel avec des perspectives aussi de développement intéressantes. On poursuit peut-être rapidement le tour de table avec vous, André Prigent, vous êtes le président d'Agrimer. Ça fonctionne normalement? Ça fonctionne. Bon. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Bon, parfait. Donc André Prigent, Agrimer, situé à Plouguerneau, dans le Nord Finistère, pays des Abers, une entreprise dont la vocation c'est la valorisation des ressources marines, mer, bord de mer. Une originalité, c'est qu'elle contrôle la totalité de sa chaîne de valeur. Donc on récolte, on transforme et on va sur 3 métiers. Un métier industriel, donc on est très en amont sur la matière première et on refournit ces algues endémiques du Nord Finistère à tous les industriels qui veulent bien s'y intéresser et porter des développements. On a une activité agriculture qui représente 30% de l'activité. Agriculture, ce sont des biostimulants foliaires pour lesquels on vient de recevoir la certification du nouveau règlement européen qui rentre en application le 16 juillet prochain. Donc je suis pas peu fier de vous dire qu'on est quand même la première entreprise française à obtenir cette certification. Et il a fallu aller chercher un organisme certificateur hongrois qui a trouvé un auditeur français pour venir nous faire cette certification. Et puis le troisième volet, c'est l'industrie cosmétique où ça représente 60% de l'activité. Nous sommes 80 personnes, une entreprise familiale. Bretagne Cosmétique Marin. Oui. Voilà, que l'on connaît. Et contrairement à notre confrère, nous avons nos marques. Voilà. Nous avons nos marques dans une activité qui est sur le même site et nous avons une activité industrielle également de prestation de services pour tous les acteurs de la cosmétique. Combien de salariés, combien de personnes travaillent Actuellement 82 personnes sur le site. Un site industriel qui fait 8500 m². On vient de boucler un investissement de 6,5 millions d'euros. Donc il y a 1 million d'euros d'investissement matériel et le reste, ce sont des installations techniques et de mise aux normes sur principalement l'outil de production cosmétique. Et on n'est pas loin du littoral chez vous en plus, des alors, contraintes particulières. 500 mètres du littoral. Alors, le débat ici aujourd'hui, c'est la relocalisation. Oui. Nous, en fait, ce n'est pas tellement un sujet, c'est de rester localisés, nous. Puisqu'on a eu du mal à obtenir nos autorisations. Nous sommes en loi littorale, nous sommes sur des terres qui n'ont pas vocation à recevoir un site de cette nature, mais qui avait un ancrage historique dans les années 80, qui appartenait à l'époque à la CIL, qu'on a repris en 98. Et pour obtenir ces autorisations, il a fallu mener un combat pour rester à Plouguerneau, puisque si on n'arrivait pas à obtenir ces autorisations, on serait allé très loin, on serait allé en périphérie brestoise. La mort dans l'âme. Donc on est fiers de notre territoire puisque en fait nos sourcing matières arrivent tous les jours sur le site parce que les récoltants sont C'est un atout compétitif que d'avoir cette localisation-là dans le métier qui est le vôtre? Alors oui, assurément, parce que de toute façon, on ne fait rien dans la filière algale. Et puis tous ceux qui voudraient faire un projet aujourd'hui à la filière algale doivent réfléchir sur l'accès à la ressource. Et cet accès-là, il est excessivement compliqué. Et il va poser des problèmes. On en a un peu parlé, mais peut-être que ce sera le sujet du débat, au cours du débat. Et donc nous effectivement, la plus grosse difficulté de nos métiers, ce n'est pas de faire des formulations cosmétiques, ce n'est pas de penser à des nouveaux produits, parce que les produits s'organisent autour de la matière première. C'est d'avoir accès à la matière première et d'en assurer la pérennité et de faire les choses correctement lorsqu'on vient prélever sur le littoral, puisque 95% de notre prélèvement, il est sous forme de cueillette. Merci André Prigent pour cette présentation rapide. Ça évoque des choses, j'imagine, chez vous, Henri Souris-Lavenne, ce qui vient d'être dit par les deux intervenants précédents. Vous êtes le directeur de Timac Agro Bretagne-Loire. Vous le disiez en nous accueillant tout à l'heure, de l'autre côté de ces baies vitrées, il y a une usine. On est à vue du clocher de Saint-Malo, on est en pleine ville, près du port, et il y a cette coexistence d'activités industrielles. C'est pas si simple, Alors, même si ça fait 50 ans que ça dure. C'est vrai qu'intuitivement, c'est pas forcément un sujet qui peut être très facile
à prendre en compte, mais on mise beaucoup sur la valeur ajoutée locale. C'est-à-dire qu'il y a une vie locale autour de cette usine qui génère une activité et qui génère de la valeur ajoutée pour l'environnement local. Alors les détracteurs disent qu'elle génère aussi des fumées. Oui, comme tout outil industriel, après il est important de se poser la question de savoir ce qu'il y a dans ces fumées. Mais vous savez, vous pouvez faire un feu à 1 kilomètre de la ville, générer une fumée, et puis finalement ne pas savoir très bien ce qu'il y a dedans. Donc c'est vrai qu'il y a des signes qui sont propres à l'industrie. Donc on essaie de développer une valeur ajoutée locale, de se présenter, de montrer qui on est, et on mise beaucoup sur une notion qui est la transparence. C'est-à-dire que c'est dans notre philosophie d'être capable de manière pédagogique d'expliquer ce qu'on y fait. Alors, il y a plusieurs volets. Ça peut être de revenir un petit peu sur les modes de production, ce qu'on met dans nos produits, comment on les fabrique. Et il y a surtout un côté très concret, puisque l'on ouvre régulièrement nos sites à qui veut. Au grand public. Au grand public, que ce soit des populations locales, des populations peut-être un petit peu plus éloignées, mais qui ont entendu parler de notre activité. Et on leur montre comment on travaille. Dans une optique aussi de recrutement, de marque employeur, comme on dit aujourd'hui. Absolument, parce que ça fait partie tout à fait de l'image que l'on peut dégager, que l'on se doit de valoriser auprès de ces populations locales. Et à partir du moment où on explique comment cela fonctionne, ce que l'on fait, les applications qu'on peut avoir sur nos produits finis, puisque on reste quand même, en tout cas on considère qu'on reste sur des applications nobles, puisque nos produits participent à cette souveraineté alimentaire en permettant la fertilisation, en permettant le développement des plantes, la croissance des plantes, et donc la valorisation des productions des agriculteurs. Quand on met tout ça bout à bout, la transparence, la présentation de nos outils industriels, les usages de nos produits finis, on arrive finalement à désamorcer certaines choses. C'est le mot que j'allais utiliser, désamorcer les crises. C'est peut-être un message un peu fort, mais en tout cas on arrive à faire relativiser, à faire comprendre à l'environnement local ce que l'on produit, ce que l'on y fait, pourquoi on le fait, et que finalement c'est une valeur ajoutée pour tout le monde. Alors André Prigent nous expliquait que la localisation d'Agrimer à côté des champs d'algues était stratégique pour lui. Est-ce que le fait d'être implanté au cœur d'une zone portuaire, comme vous l'êtes ici à Saint-Malo, alors c'est le fruit de l'histoire évidemment, est-ce que ça a aussi une importance stratégique par rapport, vous pourriez être ailleurs, mais est-ce que là, le fait d'être là pour le Boracay, comme on dit? Alors, l'usine ici, Boracay, effectivement, c'est extrêmement important puisqu'on a un certain nombre de flux qui sont liés aux flux portuaires, des matières premières. On fait également beaucoup d'exports depuis ce site, ce qui rejoint un petit peu le thème de la discussion. C'est-à-dire qu'en France, et particulièrement en Bretagne, on a pour le groupe, pour la société, la plus grande densité d'usines et d'équipements industriels, et on fait beaucoup d'exports, on rayonne beaucoup depuis ce site de Saint-Malo, depuis ces sites d'ailleurs, parce qu'il y en a un autre, qui est une autre usine qui est située sur la zone industrielle, et donc on participe beaucoup à ces flux internationaux. Ce n'est qu'un exemple, parce que mon voisin citait également des installations au bord d'implantation d'algues et ce genre de choses. On a également des sites dans le groupe qui valorisent cette production locale, notamment en termes d'algues. On a un site à Pleubian qui va venir, où on a des contrats avec les goémoniers, donc les personnes qui récoltent ces algues-là. On a un site de transformation et ça constituera ces éléments l'une des matières premières de nos futurs produits finis. Donc on a cette implantation également qui est liée plus aux matières premières que l'on peut trouver localement sur certaines zones en Bretagne. Et le groupe auquel vous appartenez, le groupe Roulier, est un groupe très internationalisé avec des filiales un peu partout dans le monde. Donc on pourrait se dire, mais finalement, est-ce qu'il y a toujours nécessité d'avoir ce type de production ici, si l'on fait des bilans avantage-coût, compétitivité, comme on a l'habitude d'en faire Je pense, oui. Je pourrais citer par exemple une usine de biostimulants à Pontrieux, où une grosse majorité des produits de cette gamme-là sont produits pour le monde. Voilà. Donc ils sont fabriqués à Pontrieux, qui est une petite localité, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est c'est un grand village, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est extrêmement important que cette production soit locale parce qu'il y a un réel savoir-faire depuis des années. Il y a une main-d'œuvre qui est là depuis longtemps, des jeunes qui arrivent, qui sont formés. Il y a une réelle compétence autour de ce travail qui va permettre de produire des biostimulants. Donc, oui, effectivement, il y a des flux qui sont à gérer, mais on considère que la plus-value de la localisation précise en fonction des compétences est bien supérieure finalement à ce que l'on pourrait faire ailleurs.
Merci pour cette analyse. Elle fait peut-être écho à ce que vous vivez chez vous également, Franck Zal, dans l'aventure que vous avez initiée maintenant une quinzaine d'années, et Marina, autour de l'extrait de sang de verre marin et des applications qui sont les autres. Alors, on vous suit depuis longtemps. On connaît aussi les difficultés que vous avez rencontrées et que vous rencontrez peut-être encore à convaincre, à embarquer dans cette aventure industrielle, à la localiser aussi. Ici, vous me disiez que vous avez un gros projet d'investissement. Pour l'instant, il n'est pas encore complètement... Vous n'avez pas encore pu appuyer sur le bouton. Non, mais je pense que ça va venir. Vous savez, je suis un éternel optimiste. Donc, si c'était facile, ça se serait. Et donc, en fait, juste, oui, donc mon Emarina, c'est une société que j'ai créée il y a 15 ans. Donc, une biotech issue de la recherche académique. Donc, on travaille sur des vers marins, des arenicoles. Mais ce qui est marrant, c'est que quand je vous entends, en fait, on a quasiment en fait, les mêmes problématiques. J'entends parler en fait, de réglementaire, de produits d'extraction. J'entends parler de fumée, de localisation. Souvent, on me dit pourquoi j'ai bâti Emarina à Morlaix. J'ai dit simplement c'est parce que j'y habite, et donc je pense que le groupe Roulier, pourquoi il s'est installé à Saint-Malo, parce qu'à un moment donné il y avait monsieur Roulier qui devait y habiter, et donc en fait toute une aventure industrielle se met autour des personnes qui c'est portent, pas hors sol, c'est ça. Voilà, c'est ce qui porte en fait les projets. Ensuite en fait donc je suis content de vous voir parce qu'en fait je me souviens au démarrage quand je parlais d'extraction d'hémoglobine de vers marin, on me dit quoi un vers marin, tu vas extraire une molécule pour la santé. Et puis j'avais toujours la notion de Sanofi qui extrayait des héparines de bas poids moléculaire d'intestin de porc. Je me suis dit, bon, c'est pas si différent que ça. Donc en fait, on fait un peu le même métier de purification. Et donc après, la technologie vient, c'est des outils qu'on utilise derrière tout ça. Ensuite, j'entends la réglementation. Félicitations André, parce que je sais le combat que ça a dû être pour arriver à cette certification. Et donc la réglementation, elle s'impose à nous tous. Cette réglementation, c'est un monde en fait fluctuant où on va imposer des nouvelles normes, des nouvelles lois, souvent en fait sans s'intéresser à vraiment ceux qui les mettent en œuvre. Donc voilà, c'est un combat qu'il faut passer. Alors dans un premier temps, en fait, on se dit c'est pour la sécurité des patients, donc bien évidemment, ou la sécurité des consommateurs, bien évidemment, c'est extrêmement important. Mais après, je pense que ce qui est un peu plus difficile, c'est que quand ça s'impose avec une administration qui n'est peut-être pas à l'écoute de la réalité du terrain. Après, on travaille sur le domaine marin, bien évidemment. Donc, quand tu me parles de la loi littorale, nous, on a eu la même problématique. Il était hors de question que nous, on aille défaunner toutes les plages de la Bretagne pour aller collecter nos vers marins. Donc, on a essayé d'installer en fait cette production sur le territoire breton. Ça n'a pas été possible parce que tout le monde veut en fait le projet. Et quand on commence à aller dans le concret, on se dit oui, c'est bien, mais pas à côté de chez moi. Oui, le syndrome NIMBY, il frappe aussi voilà, chez vous. Et puis après, vous êtes avec la superposition de lois. Ce que vous subissez vous aussi, c'est loi littorale, Natura 2000, espace remarquable, zone humide. Et quand vous vous lancez en fait dans la création d'un site de production, notamment de matières premières, et que vous êtes en fait une jeune entreprise, vous ne pouvez pas attendre 10 ans d'avoir toutes les autorisations. Donc je pense que ce millefeuille administratif, il devrait être simplifié, il devrait être écouté, etc. etc. Donc voilà, donc, relocaliser bien sûr, alors, ou pas délocaliser, mais à un moment donné, je pense qu'il faut être à l'écoute des acteurs de terrain. Et en fait, cette relocalisation, on l'a tous subie. C'est-à-dire que, écoutez, on a eu au niveau macroéconomique, on voit bien tout ce qu'on subit aujourd'hui, et on voit bien tout ce que l'on a subi en fait pendant la période Covid, post-Covid, etc. Donc, on se rend bien compte en fait que la mondialisation, d'acheter des matières premières à travers le monde parce que ça coûte pas cher, etc., etc. Ça a deux impacts. Ça a des impacts en fait sur la souveraineté économique de notre pays. Ça a des impacts en fait sur le climat, etc., etc. Donc oui, il faut appuyer sur le bouton de la relocalisation, mais je pense qu'il faut libérer les énergies à un moment donné et puis de donner en fait la parole à ceux qui mettent en œuvre en fait tout ça. D'où l'idée d'avoir ce débat ce matin. Et vous disiez les uns et les autres que effectivement maintenir ou développer une activité industrielle, ça ne va pas de soi. Et puis on a depuis 20 ans une tendance qui nous prouvait que c'était plutôt intéressant de faire l'inverse. Pour maintenir justement l'existant, comment doit-on s'y prendre quand on est un groupe comme Sanofi, qu'on a un terrain de jeu international, que Plohermel est un petit point sur une carte, mais enfin, même s'il y a une spécificité stratégique dans l'usine que vous dirigez désormais, Jacques Longépé. Comment les arbitrages sont pris ? Avant de parler de l'exemple Plohermel, on pourrait aussi parler d'un autre exemple du groupe Sanofi, puisque
pour maintenir, relocaliser des productions, Sanofi a aussi créé donc EuroAPI, qui est une société qui est cotée en bourse depuis le mois de mai. Doliprane Non. Qui va fabriquer tout un tas de produits, de principes actifs, environ 200 principes actifs. Et donc ça regroupe donc 6 sites de production, donc 6 sites de production en Europe, dont 2 en France. L'idée, c'est vraiment de créer donc un leader européen donc sur la synthèse de principes actifs. Ce qui va permettre aussi de relocaliser et de gagner en performance aussi pour la synthèse de principes actifs et bien sûr la souveraineté d'un point de vue des principes actifs. Donc voilà, ça donne un gros groupe, chiffre d'affaires 1 milliard d'euros. Donc ça va vraiment permettre de réintégrer en Europe des principes actifs qui étaient partis en Asie, comme vous le disiez. Ça va prendre combien de temps entre le moment où on appuie, comme on dit, sur le bouton pour prendre cette décision, construire les usines ou peut-être réaffecter certaines usines existantes à cette fonctionnalité? Voilà. Comment ça va se passer? L'idée, c'est pas de construire de nouvelles usines, c'est plutôt de renforcer les usines existantes. Donc les usines sont là. Il y a eu des investissements importants qui ont été faits. On a un investissement, par exemple, sur le site de Vertolaye en Auvergne qui va être fait pour permettre d'intégrer ces nouvelles productions. L'idée, c'est vraiment de gagner de la performance sur nos usines. Et si on reprend l'exemple de Ploërmel, à notre échelle, on a un investissement donc 1,4 million cette année. L'idée, c'est vraiment d'améliorer notre chaîne en amont. Gagner en performance, puisque la relocalisation passe forcément par la performance. Ça ne se fera pas par une décision politique. Il faut qu'il y ait de la performance. Et donc cet investissement, il porte sur quoi? Sur des aspects très concrets de l'organisation, des outils, de la technique, des outils, des nouvelles installations, de l'ultrafiltration par exemple, des technologies qui nous permettent d'être plus performants sur le procédé. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on va pouvoir augmenter notre capacité de production, ce qui va nous permettre de travailler et de rester, parce que la relocalisation, c'est aussi l'ancrage dans le territoire. Alors nous, par essence, on est ancré dans le territoire. C'est une matière première qui ne voyage pas beaucoup. Mais il y a un bassin de collecte. Il y a un bassin de collecte. Il y a encore de la possibilité de collecter. On va aussi investir de façon à accompagner. Il y a certains abattoirs qui veulent aussi progresser, faire plus de valeur ajoutée. Donc commence un peu la purification sur leur site. Mais bon, jusqu'à un certain stade. Après, c'est à nous aussi de prendre le relais. Et notre investissement va aussi veiller à nous permettre de les accompagner aussi sur ça pour poursuivre le procédé et bien sûr fabriquer le principe actif. Juste en fait une précision, c'est que quand on dit appuyer sur le bouton, on a l'impression, en fait, c'est idiot, c'est une formule de journaliste, je suis d'accord. On a l'impression qu'une usine c'est une boîte. Et donc, en fait, on appuie sur le bouton, la boîte sort et puis on produit. Non, dans nos domaines, dans nos métiers, en fait, il y a aussi de la réglementation autour de tout ça. Donc, en fait, il faut anticiper les besoins. Même si aujourd'hui, on appuie sur le bouton d'une nouvelle usine, il faudra quoi, 2 ans 2 ans pour qu'elle sorte de terre, pour qu'elle soit agréée par les autorités sanitaires, etc. Donc, c'est tout entre en jeu chez Marina, d'être prêt le jour où ça va sortir. Donc c'est exactement ça, c'est pour notre projet. Donc il est prêt, donc on va le faire, donc on le fera. Par contre, souvent quand vous discutez avec le monde politique, où en fait les acteurs, en fait, je suis complètement d'accord, c'est pas les politiques qui vont, donc ils peuvent insuffler en fait une volonté, mais en fait je pense qu'il y a un manque de formation ou un manque de pragmatisme en fait sur ce genre de projet. On a l'impression qu'on va faire France 2030, on appuie sur le bouton, demain en fait il y a tous les actifs pharmaceutiques qui vont être disponibles sur le territoire national, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est absolument pas comme ça que ça marche. Et donc ça, il faut bien en avoir conscience. L'anticipation est en fait un fer de lance en fait de toute cette réindustrialisation. C'est une condition sine qua non. Exactement. Et justement, c'est la question aussi que je voulais poser en poursuite à Jacques Longépé sur les conséquences de cet investissement sur votre site de Ploërmel en termes d'emploi et de recrutement. Ça va se traduire aussi par des ressources, des richesses humaines, comme on dit maintenant, accrues? Oui, tout à fait, avec des embauches qui seront à la clé. Et justement, vous parlez de cette ressource humaine. Ça, c'est quelque chose de particulièrement important et qui nous préoccupe et nous touche. Voilà, il faut être ouvert, vous l'avez dit tout à l'heure, à son environnement. Donc, on a aussi des visites de scolaires, de lycéens. Il faut donner envie
hein, parce que nos métiers, quelque part, on ne les connaît pas, on ne les voit pas beaucoup à la télé. Et donc, il faut donner envie aux jeunes de partir et de faire des études. Il faut aussi qu'on accompagne, nous avons beaucoup d'alternants, de stagiaires, et ça c'est important qu'on puisse les accompagner. Et puis si on veut aussi garder les gens chez nous, on a aussi des partenariats. Alors ça c'était ma surprise lorsque je suis arrivé. Donc on a un partenariat qui est très fort avec l'école de chimie de Rennes, que je cite. C'est vraiment un très beau travail qui nous permet d'accompagner la formation de nos techniciens donc, dans les laboratoires, mais aussi les opérateurs. De fabrication, ou alors on leur donne des cours. Et ce que j'ai trouvé vraiment fantastique, hein, c'est qu'ils vont à l'école de chimie, ils font des TP. Voilà, des gens qui travaillent depuis 10-15 ans vont faire des TP. C'est la formation tout au long de la vie, comme on dit. Exactement, et ça c'est vraiment formidable. Attirer les talents, les jeunes, les faire venir dans les métiers qui sont les vôtres, comment ça se passe chez Timac Agro et peut-être plus généralement au sein du groupe Alors c'est un vrai challenge aujourd'hui, parce que je pense que... Est-ce que vous êtes victime de cette nouvelle génération qui se détourne de certains métiers en disant jamais chez vous, vous n'êtes pas dans le sens de l'histoire? On sent des tendances qui changent entre, c'est vrai, le public aujourd'hui qu'on adresse, et puis il y a quelques années, des jeunes qui étaient plutôt plus peut-être stables, plus passionnés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être qu'une impression, mais quand on entend dans d'autres secteurs, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on est face à des personnes qui ont peut-être moins de vision du futur, donc qui se projettent sur 2-3 ans, et quand on leur pose la question de savoir quel est leur projet de vie, finalement, ils vont répondre au bout de 3 ans, c'est de changer d'entreprise. Bon, je pense que c'est pas propre ni à notre secteur. Ça peut être aussi c'est sauver la planète, ou en tout cas contribuer à ce qu'elle se dégrade moins. On l'entend beaucoup et de plus en plus. Oui, et justement, alors nous, sur notre domaine d'activité, l'agriculture, il y a un réel paradoxe. Pourquoi ? Parce qu'en première approche, effectivement, on va refuser d'avoir une usine, d'avoir un distributeur, d'avoir un lieu de stockage de produits phytosanitaires, ce qu'on n'a pas nous, mais nos distributeurs peuvent avoir. Vous êtes partenaire de l'agriculture intensive qui est parfois critiquée aussi par cette génération-là. On est partenaire de l'agriculture qui est performante, ça peut s'entendre à différents plans, donc qu'elle soit intensive ou qu'elle soit beaucoup plus précise et beaucoup plus extensive, mais effectivement on essaie de répondre aux besoins de l'agriculture d'aujourd'hui. Pour en revenir à cette problématique de recrutement, je disais qu'il y a un réel paradoxe, parce qu'effectivement on refuse, et vous l'avez dit, d'avoir des sites de production ou des sites qui sont jugés contraignants à proximité de chez soi, tout simplement. Mais quand on interroge les Français, il y avait un très bon sondage qui avait été fait là-dessus, les agriculteurs finalement dans leur globalité, donc nos clients, ont une très bonne image et sont jugés nécessaires, et le rôle de leur production est jugé comme absolument essentiel. Donc il y a ce côté très pragmatique, pas devant chez moi, pas à côté de chez moi, mais le grand public a quand même conscience, effectivement, l'agriculture en particulier, c'est notre domaine d'activité, il faut bien nourrir les plusieurs milliards d'êtres humains que l'on est. Donc, côté recrutement, côté attrait de ces profils, on organise. Alors, on est très proche des écoles. Je pense qu'on l'est tous. C'est-à-dire qu'on essaie de faire beaucoup de pédagogie dès le début pour montrer ce que l'on fait, encore une fois, cette notion de transparence et de pédagogie. On travaille beaucoup également sur les notions d'alternance pour être capable de faire rentrer un premier pied que ce soit sur les métiers industriels. Casser un peu les idées reçues aussi. Absolument. Sur les métiers. Et on organise régulièrement des événements. Il y en avait un qui se tenait là il y a un peu moins d'un mois à l'UFS, là où vous étiez ce matin, qui permet de montrer concrètement ce qu'on fait, comment on travaille, et puis l'ambiance qu'il y a également dans notre société, parce que c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Transparence, disiez-vous en débutant cet échange. Merci beaucoup. Pour attirer à Plouguerneau dans la valorisation des algues, on se dit c'est sympa, c'est un cadre de vie quand même assez magnifique. Les algues, c'est un produit à découvrir et à valoriser. Vous avez quand même des difficultés, André Prigent, de recrutement et de... On n'est pas très différent de toutes les entreprises ou de tous les acteurs qui sont ici, qui ont certainement confronté aujourd'hui à ces préoccupations. Moi, de temps en temps, je leur dis évitez de ramener le sable dans les bureaux parce qu'ils vont manger à la plage et c'est après compliqué, vous voyez. C'est pas que sur les affiches de la région Bretagne, on a vu sur mer, c'est assez concret là. On fait du surf après-midi à deux. C'est du concret, mais au-delà de ça, au-delà de cette anecdote, il y a une vraie mutation, il y a des vrais changements, notamment dans la jeune génération. Les 3 ans sont vraiment un bon chiffre.
Il y a des difficultés de recrutement. Les difficultés de recrutement, on n'a pas 36 solutions pour les combler. Il faut faire du compagnonnage, il faut faire de la formation en interne, il faut intégrer les jeunes avec les plus anciens, parce que sinon on ne les trouve pas. Et pour les trouver, il faut les chasser. Si vous les chassez, il faut revoir votre politique salariale, ce qui est pas toujours, ce qui est même très difficile dans la mesure où une politique salariale, elle se comprend aussi dans l'unicité et dans la cohérence de la structure de votre entreprise. Attirer des gens, on en a attiré quelques-uns, des gens qui ont voulu, avec la crise, sortir de leur territoire, notamment parisien, et de venir se relocaliser. Ils restent ? Alors pour l'instant, ils restent. Et ils ont acheté, donc je pense qu'ils vont rester, à moins de faire la plus-value qui est certaines chez nous, hein, les prix se ont flambé. Et il y a d'ailleurs un problème de localisation pour les jeunes, c'est que les jeunes qui arrivent chez nous aujourd'hui et qui veulent acheter dans les territoires comme nous sommes, il ne faut pas trop s'éloigner de l'entreprise, c'est-à-dire que 25 km est un problème. 25 km, nous sommes à 25 km de Brest, et quand les gens ont le choix, eh ben, ils ne les font pas. Et puis pour acheter dans le territoire des Abers, c'est hors de prix. C'est absolument considérable. Donc on intègre tout ça. C'est une entreprise familiale. Je dis qu'il faut absolument que les gens qui viennent chez nous, qui regardent et considèrent notre métier, comprennent ce qu'on fait, pas ce qu'on va leur demander de faire, ce que l'entreprise fait et pourquoi et quelle est la mission de cette entreprise. C'est ça d'abord. Et donc ça, je veux le partager avec mes collaborateurs. Et puis après, il s'insère dans l'écosystème que l'entreprise développe. Nous avons une forte activité à l'international. Nous avons un équilibre homme-femme qui est inversé. On a beaucoup plus de femmes que d'hommes pour les activités de conditionnement à l'usine, mais dans les bureaux, les laboratoires sont essentiellement des métiers féminins. Nous avons un gros staff R&D qui n'a pas été facile à constituer. Ce sont des gens qui sont partis de chez eux et qui effectivement se sont fixés, ont constitué une vie de famille sur le territoire de Plouguerneau. Il y a une vraie attractivité quand même par la filière algues, même si l'inconscient collectif dit que l'algue, c'est pas très sympa. Hein, la presse s'en fait écho très régulièrement. C'est pas toujours le meilleur jour de la filière algues que l'on présente dans la presse quotidienne. Mais toutes les algues ne sont pas vertes. Mais on fait de très belles choses avec les algues vertes. C'est ça le paradoxe. Mais la filière algue, elle est intéressante, elle est diverse, elle touche plein de métiers. C'est une aventure absolument passionnante. Et surtout si on est attaché à son territoire. Surtout si on est attaché à la pointe Finistère, si on est attaché à ce petit bout de terre très particulier et très emblématique de notre région Bretagne. Donc vous êtes un parfait ambassadeur, André. Vous êtes intarissable. On ne va pas vous lancer là sur les Abers, parce que là. Mais je me tourne vers vous. Je regarde l'heure en même temps. Est-ce que vous, à ce stade de nos échanges, on a vu à travers les 4 témoignages là, qui viennent d'être partagés, qu'il est évidemment à la fois possible et heureusement d'avoir une activité industrielle et de la développer sur nos territoires, avec quand même quelques prérequis, quelques précautions pour bien calibrer les investissements aux besoins, trouver la ressource et les formations nécessaires. Le lien, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, le lien avec les écoles, de ce point de vue, est tout à fait intéressant à développer. Et puis, est-ce qu'il y a des questions de votre part, peut-être pour apporter un témoignage complémentaire ou aller plus loin avec une préoccupation qui vous tiendrait particulièrement à cœur? Écoutez, c'est le moment, on peut prendre le quart d'heure qui nous sépare de la fin de cette Assemblée Générale pour avoir un échange aussi très direct avec vous. Alors c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Moi j'en ai plein en stock, mais je me dis que ça serait quand même bien que vous puissiez également participer à ces échanges. Qui veut se lancer? Vous levez la main, on vous apporte le micro, vous connaissez le mode opératoire. Vous vous présentez aussi, c'est plus sympa. Et vous pouvez également préciser à qui vous adressez plus particulièrement votre question. Une fois, 2 fois. Ah, madame, merci pour cette première question qui en appellera d'autres. Stéphanie Le Breton, responsable de la société SLB Pharma. Donc, nous, on fait de la recherche clinique. Donc, moi, j'ai une question plus globale pour vous tous par rapport à la relocalisation. Est-ce que c'est un fait de la société actuelle avec les mouvances récentes Covid, Ukraine, ou est-ce que la relocalisation a été pensée antérieurement à ces événements ?
quelle importance la conjoncture finalement internationale a sur le sujet qui nous intéresse ce Est-ce que matin. c'était déjà dans En la germe mouvance ou est-ce que Vous savez, vous me c'est- piquez la question que j'avais envie de poser, donc elle est très bien votre question, je la signe aussi, bravo. Donc moi, si je peux, en fait, c'est un point de vue, hein, j'ai pas la réponse, je n'étais pas dans la tête en fait de ceux qui ont pensé à la relocalisation, sauf qu'on voit, on est tous d'accord, je pense qu'on sera tous d'accord de dire que c'est la période Covid en fait qui a appuyé sur le bouton et la période en fait guerre en Ukraine où on voit qu'on est dépendant des matières premières dans le monde. Donc je pense pas qu'elle a été anticipée. Si elle avait été anticipée, on serait pas dans cette situation. Mais c'est une nécessité pour faire tourner l'économie française aujourd'hui. Alors là, on parle de la santé, de l'agro, de la biotech, etc. Je participe régulièrement à des réunions d'entreprises, que ce soit dans le bâtiment ou dans d'autres activités. Le problème est partout. C'est-à-dire qu'on dépend, on a misé dans le développement économique de la France il y a encore quelques temps, en fait, dans la délocalisation, la matière première, en fait, notamment la main-d'œuvre pas chère. Et on est parti faire des produits en fait en Inde, en Asie, en Chine, etc. Et donc, bien évidemment, ce système, quand il n'y a pas de grain de sable, ça peut fonctionner. Sauf que quand il y a un grain de sable, on se rend compte avec une grosse loupe ou un gros microscope que ça ne peut pas fonctionner. Et donc, tout ça, on le voit bien. Vous avez bien vu en fait ce bateau qui avait été bloqué en fait dans un détroit, et vous avez bien vu que pendant une semaine, conséquences immédiates. toute l'économie mondiale est bloquée. Donc, en fait, je pense qu'on ne peut plus être en fait dans ce monde-là, et en fait la relocalisation est extrêmement importante, mais voilà, encore une fois, c'est que en fait, elle est pensée avec des réglementations qui ne peuvent pas s'adapter en tant que telles. Alors, tu parlais, en fait, André, en fait, de réglementation. Moi, je vais parler, et puis je pense que du domaine réglementaire des dispositifs médicaux. Donc, une loi est passée qui s'appelle la MDR 2017-745, peu importe le texte. Je suis sûr que certains d'entre vous connaissent cette réglementation. Et en fait, on a dit, bah voilà, alors c'était 2020, ça a été repoussé, ça va s'appliquer. Mais on avait oublié en fait qu'il y avait, en tout cas en France, plus de 350 000 dispositifs médicaux qu'il fallait repasser à la moulinette de la réglementation. Et croyez-moi ou pas, pendant 4 ans, on n'a eu aucun organisme notifié capable de donner des marquages CE à nos entreprises. Donc c'est un truc de fou, c'est-à-dire que des personnes en fait à Bruxelles ont pensé à changer pour le bien des patients, ce qui est bien en fait quand on pense à tout ça, sauf que le manque de pragmatisme n'a pas suivi. Et donc en fait, cette réglementation elle est bien, la relocalisation, mais il faut le penser avec des gens de terrain, c'est-à-dire que tous ici on est des acteurs de terrain, on sait ce que ça veut dire. Et donc pendant en fait cette réglementation là a fait complètement perdre la souveraineté économique de la France dans les dispositifs médicaux. Je veux dire que quand on voit en fait au niveau allemand, donc quand cette loi est passée, il y a eu 5 ou 6 organismes notifiés allemands, il y en avait 0 en France. Donc les Français étaient obligés d'aller en Allemagne pour aller en fait agréer leurs dispositifs médicaux. Donc bon, ok, ça peut tourner un moment, mais après on voit le goulot d'étranglement. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en fait on reprenne tout ça, mais avec du pragmatisme, qu'on arrête d'être dans le dogme en disant il faut faire comme ça avec des personnes qui n'ont jamais vu le terrain. Et donc il faut nous parler, il faut parler aux acteurs de terrain. Et donc si on a cette vision de pragmatisme, je pense que ça peut, le coup de semence qu'on a eu pendant le Covid peut faire avancer les choses. Les esprits se sont ouverts. Jacques Longépé, vous vouliez répondre à Oui, la question. Chacun peut répondre évidemment. Juste un complément. Je pense que ça a été un accélérateur, mais par exemple chez nous, il y a aussi la volonté de relocaliser les produits stratégiques. Les produits, au nom de la souveraineté, justement. Au nom de la souveraineté et de cette stratégie. Donc tous les nouveaux produits, en ce qui nous concerne, voilà, on les réintègre et on les produit directement sur nos propres usines. Voilà. Même si vous avez été, comme d'autres grands groupes, séduit par, j'allais dire, les sirènes du Fabless, une industrie sans usine qu'on avait théorisé au début des années 2000. Alors désolé, mais ce n'était pas le cas de Sanofi, puisque Sanofi est un des rares Big Pharma qui a des usines de production de principes actifs. Donc voilà, certains à la marge, mais voilà, c'est vraiment le cœur de notre industrie. Nous, c'est de fabriquer nos médicaments et nos principes actifs. Mais c'est vrai et que, sur le territoire. Et alors sur le territoire ou en Europe, mais sur voilà. nos usines. Et voilà, un des points qui était important, c'est de rapatrier les produits stratégiques. Ça, c'était lancé bien avant. Et ça va se poursuivre. Oui.
Oui, il y a tout un projet pour poursuivre cela. Du côté de la réponse à la question qui était posée, accélérateur, comment vous analysez les choses, André Prigent? Vous avez l'impression qu'effectivement, il y a une prise de conscience un peu sociétale là, qui s'opère autour de ces questions? Nous, le sociétal, c'est un problème. Dans l'environnement où nous travaillons, c'est un vrai souci. On a une usine qui déshydrate avec un chauffage thermique, un chauffage au gaz, une citerne au gaz de 50 000 litres auprès d'un hameau de quelques dizaines d'habitants, c'est un problème. Il y a un relargage d'un simple flux d'un liquide de nettoyage et vous avez les pompiers chez vous qui vous disent on va fermer l'usine jusqu'à temps d'y voir assez clair. Ça nous est arrivé, c'est pour ça que je parle de vécu. Parce que l'environnement dans lequel on s'inscrit, nous, il est vraiment très protégé, il est très concerné, il est très résidentiel. Donc cette implantation, elle pose énormément de difficultés. Maintenant, nous, notre expérience, c'est qu'on a fait bouger les choses. On a fait bouger les choses en 2 temps. On a mis 10 ans à chaque fois pour avoir nos autorisations. Et on les a à chaque fois fait bouger en associant les élus locaux. Un petit peu de pédagogie par l'environnement, enfin les habitants autour, et par les politiques. Bizarrement, la voix politique, elle a été entendue. Nos députés, sous-préfets, ont consacré l'implantation de cette entreprise et ont donné les moyens à l'entreprise en modifiant le SCOT et en modifiant le PLU. Même si le PLU, ils nous ont dit qu'il fallait mettre un bâtiment à 5 mètres de haut pour stocker 2500 mètres carrés d'entrepôt à 5 mètres de hauteur. C'était une équation absolument stupide. C'était le PLU de Plouguerneau et on a quand même construit à 9 mètres avec l'adossement des politiques, pas dans conformité avec le PLU, je le dis ici, mais il y a eu une dérogation. Ils ont transpiré, oui, ils ont pris leur risque, quoi, hein, parce qu'une fois que c'était fait, il ne fallait pas venir nous dire qu'on ne pourrait pas exploiter. Donc j'ai un autre problème moi, qui me préoccupe, c'est que la filière, elle a un vrai dynamisme et beaucoup de gens, à juste raison, peuvent s'intéresser aux valorisations des algues dans tout domaine, hein, que bioplastique, alimentation, cosmétique, molécules pharmaceutiques. On peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, la filière ne permet pas, dans son implantation, dans son sourcing, de faire face à cette montée en puissance. Les organismes qui nous régulent, le comité des pêches notamment, clairement voient la pression sur l'environnement. Et donc la problématique de construire un avenir pour la filière en Bretagne, elle est d'organiser l'approvisionnement et la protection de cette ressource. Donc du coup, il y a des domaines où c'est possible de travailler en biotech, c'est possible de sortir de la cueillette qui est encore le modèle économique de cette région. En passant, alors nous l'avons fait en passant à l'étape de la culture en mer, mais bon, elle nous a aussi posé d'énormes problèmes d'autorisation et de freins sociétaux, environnementaux avec les pêcheurs locaux, les plaisanciers, voilà, on préfère aller voir ça un peu plus loin que les partages d'usage, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et puis de la culture en mer, on est venu à la culture à terre. On s'est dit sympa aussi, sauf qu'il y a très peu de sites où vous pouvez mettre un pipeline qui va faire remonter de l'eau de mer en terre dans une loi littorale très contraignante. Et puis la dernière option était de faire du photobioréacteur, donc de passer au modèle, on s'affranchit de l'écosystème et on va modéliser ça à terre sous contrôle de température, de luminosité, de solutions nutritives. Aussi, là encore, on est déjà dans les limites de ce système. La maîtrise de sortir une population d'un environnement naturel vers un environnement contrôlé, c'est pas gagné. Donc là, le CNRS fait un beau travail. Ce n'est pas applicable à tous les modèles. Et puis, il y a un problème de dimensionnement. Alors, si on est en cosmétique, ça va. Si on est en nutrition et dans l'agriculture, c'est même quasiment impossible d'envisager ce genre de technologie. Pour l'instant, nous, on avance dans ce domaine, on travaille beaucoup et on investit beaucoup pour ce domaine, mais notre usine, on a décidé l'investissement en 2017, on l'a construit de 2018 à 2021. On est en 2022, on termine un programme de R&D de 4 ans qui nous amène sur les photobioréacteurs et il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans cette usine pour accueillir ça. Donc le problème de la vision, d'un moment donné, où je mets mes investissements et quel est mon outil, et entre le temps où on a décidé l'outil et nos programmes de R&D, nos programmes de R&D ont un petit peu évolué et aujourd'hui nous amènent à une solution où en fait on n'aura pas les locaux pour accueillir ces... Il va falloir repartir au combat d'une construction, d'un bâtiment dédié, toujours sur le territoire de Plouguerneau. Et à chaque fois, je vous ai dit, c'est 10 ans, quoi.
On va suivre ça avec intérêt, mais on entend aussi l'opiniâtreté qui vous caractérise dans ce combat à temps long. D'autres questions de votre part dans la salle, dans les 5 minutes qui nous séparent de la fin? Monsieur, on vous donne le micro, il arrive derrière vous. Merci de vous présenter. Bonjour, Marwan Touati, président de Parean Biotech. Vous êtes là ? J'ai 2 questions qui sont un peu liées. La délocalisation aussi en France, elle a eu lieu parce qu'on a repoussé le traitement de nos déchets à l'extérieur. On n'était pas forcément prêt à traiter les déchets liés à des unités de production. Moi, personnellement, dans la pharma, on a eu beaucoup de sujets où on a délocalisé en Chine. Oui, on avait des gains de coûts, mais on ne voulait surtout pas traiter avec les normes écologiques européennes. Alors je pense que les choses sont en train de changer parce que la filière de traitement de déchets s'améliore drastiquement. Et puis on a des champions mondiaux en plus en France sur ce sujet. Alors c'est sans doute lié à ce que vous mettez dans le paquet réglementation, mais en quoi pour vous en fait le développement de cette filière de traitement des déchets qui sont liés à l'industrie de façon inhérente et normale, comment ça impacte vos projets de relocalisation? Et puis le deuxième point est qu'on cite beaucoup en exemple l'Italie sur le maintien d'un tissu industriel local historique. Qu'est-ce qui fait, selon vous, en fait, le succès, au-delà d'avoir, je pense, une posture très politique en Italie, d'avoir protégé ces industries, et notamment en pharma sur les CIMO et CMO. Qu'est-ce qui fait le succès, selon vous, de l'Italie? C'est le fait d'avoir travaillé ça en fédéral, en délocalisé, en provincial, ou il y a d'autres éléments plus spécifiques à l'Italie qui ont été mis en place? Un tissu de PME, PMI aussi peut-être, plus dense? En fait, alors pour la première question, je pense que de toute façon, le traitement des déchets, ça va être une obligation. Et en fait, il faut en retirer. Donc, on a entendu tout à l'heure de la valorisation des déchets de la pêche, etc., ou des coproduits de la pêche. C'est plus des déchets, c'est de la matière première à recycler. Donc, je pense que de toute façon, on s'y met tous. Nous, je veux dire, quand on peut tirer des coproduits, on va faire d'autres produits à partir de nos déchets. En fait, on valorise en fait les coproduits. La deuxième partie de la question, je pense que en fait, l'Italie, c'est un peu comme l'Allemagne, c'est-à-dire que ils n'ont pas eu cette notion au démarrage de l'usine, c'est pas bien, il faut la mettre ailleurs et puis on va l'exporter en Asie. Je pense que en fait, en Allemagne, il y a beaucoup de petites PME. Alors c'est des petites PME, mais avec de la high-tech. Et donc en fait, l'Italie, je pense que en connaissant un peu l'Italie du Nord, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour eux, l'usine, c'était pas négatif. C'est une fierté. C'était des fiertés. D'ailleurs, quand vous allez en Italie du Nord, vous avez plein de petites usines un peu partout. Et donc, nous, en fait, à un moment donné, il y a eu un virage stratégique. Alors, j'entends que ce n'est pas le cas pour Sanofi, mais il y a eu un virage stratégique en disant les usines, c'est pas bien, il faut les mettre ailleurs. Et encore une fois, pour des histoires de coûts, de main-d'œuvre, etc., etc. Et donc, je pense qu'on ne retrouve pas ça en Italie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait la même erreur que on a fait il y a des dizaines d'années. Vous voulez compléter, Jacques? Oui, je voulais donner un exemple pour la gestion des déchets. Donc aujourd'hui, notre effluent, donc, on en laisse plus de 99%, bien sûr, de ce qu'on récupère. Et ça part en méthanisation. C'est déjà valorisé quelque part, mais on est en train de faire un dépôt d'AMM, justement, pour pouvoir l'utiliser en fertilisant. C'est quelque chose qui était fait dans le cadre de plans d'épandage pendant de nombreuses années. Et maintenant, nous aussi, on suit la réglementation. Et voilà, on est en train de préparer ce dossier-là. Donc, on a aussi cette approche pour rester bien ancré dans le territoire. Là, on est vraiment dans l'économie circulaire. On récupère des abattoirs et ça repart en épandage. Je peux citer aussi un autre exemple au niveau de la communauté de communes de Ploërmel. Voilà, il y a un projet de méthanisation également. Et voilà, dans ce cadre-là, ils ont aussi besoin de consommateurs d'énergie. Et voilà, ils ne sont pas très loin de nous. Et donc, on va essayer de se greffer au projet pour pouvoir récupérer de l'énergie, de l'eau chaude, qu'on pourra utiliser voilà, pour chauffer nos installations. C'est relativement nouveau quand même d'entendre un groupe comme le vôtre avoir intégré cette économie circulaire, de la fonctionnalité, de la coopération, comme on dit maintenant. Ça n'allait pas de soi il y a encore quelques années. Alors, c'est vrai qu'en chimie, par exemple, ce n'est pas toujours évident, puisque là, je vous cite un sous-produit qui est facile. Mais bon, par contre, en termes d'économie, ça fait très longtemps que nous avons des incinérateurs. Comme ça, on fait de la cogénération d'énergie. Donc, on a ça sur nos principaux sites de chimie. Et maintenant, on essaye aussi de produire notre propre électricité avec des champs photovoltaïques. Donc, voilà. C'est quand même dans notre culture. Très bien, merci de le rappeler, Jacques Longépé. Je regarde l'heure parce que c'est aussi mon rôle. On est presque arrivé à la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a une dernière question de votre part? Oui.
Madame Pitois de la Gâtinais, on vous donne le micro. Oui, bonjour, merci pour tous vos éclairages très complémentaires. Moi, j'ai une question par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec une baisse d'une des subventions du Conseil régional à Bretagne Santé. Voilà. Je voulais savoir justement ce que vous attendez du Conseil régional, au-delà d'un accompagnement très bien réalisé par BSB, mais du coup, ce que vous attendez de l'ancrage en région, ce qui a été dit tout à l'heure, et ce que vous attendez du Conseil régional. Franck, peut-être avec votre casquette de président. Donc en fait, bon, je connais bien et je suis depuis maintenant pas mal d'années, plus de 20 ans, en fait, tout ce qui se passe un peu dans les différentes régions de France, en étant été pendant en fait un certain temps vice-président de France Biotech, et dans différents pôles de compétitivité. Je peux vous dire, en fait, c'est ma vision des choses. Je peux vous dire que la région Bretagne, c'est la région qui a compris que de toute façon, pour arriver à remplir une salle comme on est ici, avec de l'industrie, etc., il faut très tôt investir en fait dans la recherche. Donc, je peux vous dire, en ayant navigué pas mal de temps en fait dans différentes régions, je pense que la région Bretagne donc insuffle ça. C'est-à-dire que, alors, ça fait longtemps que je suis parti du système académique, mais j'ai, en tout cas pendant la période où j'y étais, des projets en fait de subvention à de la recherche fondamentale. Bon, ils étaient extrêmement présents. Aujourd'hui, ensuite, il ne faut pas se leurrer. On est dans un monde où l'argent va se faire rare, en tout cas l'argent public. Et donc, il y a des lois, encore une fois, qui ont été votées. La loi NOTRe, qui dit, à un moment donné, qui retire, en fait, ou qui donne, en fait, des fonctions à réaliser aux collectivités territoriales, mais avec des moyens limités. Donc, à un moment donné, tout ça, ça doit être rationalisé. À un moment donné, l'argent public n'est pas magique. Et donc, à un moment donné, il y a une pensée de rationalisation de tout ça. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que la région Bretagne et l'État, à travers en fait, ces financements de BSB, est à nos côtés. Et donc, et je pense qu'on pourra reposer la question peut-être dans 2 ans, 3 ans, quand on verra ce que la région et l'État a planté en fait, dans nos laboratoires, avec de nouvelles personnes qui viendront dans cette assemblée, des sociétés créées. Moi, j'ai été super étonné et puis j'ai surpris et positivement surpris par le dynamisme qu'on a vu dans cette salle. C'est-à-dire que vous voyez les projets qui ont été présentés, c'est incroyable en fait. Et je peux vous dire que en fait, vous ne trouvez pas ça dans tous les territoires. Et je pense, en fait, c'est cette politique, cette vision stratégique. Alors, c'était bien avant, en fait, que Loïc Cheney-Girard soit président de la région Bretagne, puisqu'il y avait aussi avant, en fait, ses prédécesseurs qui avaient pensé à ça. En plantant des graines, on récolte après. Et je pense que le monde breton, c'est avant tout, et on en est dans un exemple précis ici avec le groupe Roulier, en fait, un monde agricole, un monde de production. Donc, avant de récolter, il faut planter. Et je pense que la région Bretagne a su planter. Merci Franck. Est-ce que sur cet accompagnement des collectivités, puisque c'était ça aussi qu'il y avait derrière votre question, ce partenariat public-privé aussi, ou cette co-construction qu'on observe au service d'un développement économique territorialisé, vous le voyez de quelle manière, André ? Nous sommes une PME, donc on a des moyens limités. On ne peut pas se tromper sur les choix. Donc la difficulté, c'est vers qui on se tourne, où sont les relais, qui sont les bons relais, comment fonctionnent les réseaux, qui peut nous accompagner, nous éclairer, nous faire gagner du temps, parce que le temps, c'est franchement l'échelle du temps sur ces programmes, et on n'a surtout pas le droit à l'erreur. Donc la région Bretagne nous a accompagnés sur 2 développements. Nous on a fait 2 programmes avec l'aide de la région et des collectivités locales, avec l'aide de BSB. Moi, je félicite les équipes opérationnelles de BSB, ils font un travail absolument super sur la proximité et le lien avec le tissu PME breton, PME et autres d'ailleurs, où quand vous êtes perdu, quand vous ne savez pas, vous trouvez le conseiller qui vous remet sur les rails. C'est une des grandes missions de BSB aussi, de faire ça. Et donc les technopoles, le BSB, les organismes financeurs comme la région, assurément, sont des très forts, si je peux me permettre, inséminaires. Non, Insémination artificielle, c'est ça ? Très concrète. Non, celle-là, elle est très concrète. De se dire que quand on est dans son petit bout, dans son territoire, la CCI ne suffit pas toujours. Et là, on a vraiment un écosystème qui est très opérant, qui est très efficace et qui nous a... Alors, le dernier programme d'investissement, on aurait préféré le décider 2 ans après, je vous l'ai dit. On s'assume, on ne fait pas un investissement de R&D ou d'extension
extension d'entreprise parce qu'on a des subventions, on le fait parce qu'on en a besoin, et puis après, si les subventions viennent, tant mieux. Mais là, en l'occurrence, on aurait décidé 2 ans après, on aurait été mieux accompagné que ce que nous avons eu réellement. Avec France Relance, dont vous n'avez pas pu bénéficier parce que vous êtes passé avant, vous n'étiez pas éligible, vous l'auriez été sans doute dans le contexte actuel. Non, c'était trop tard, même si BSB, là aussi, s'est mis en mouvement tout de suite. Donc, encore une fois, félicitations aux équipes opérationnelles de BSB. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde. Peut-être que pour conclure chacun d'un mot, pour se projeter justement par rapport à cette perspective de réindustrialisation, de relocalisation de production, s'il y avait une initiative que les uns ou les autres vous portez dans vos propres groupes et dans les responsabilités qui sont les vôtres et qui illustrent justement cette dynamique, qu'est-ce que vous pourriez nous partager dans les mois qui viennent, peut-être une action, une initiative qui va dans ce sens-là et qu'il faudra que nous suivions de manière attentive. On commence avec vous, Jacques Longépé, pour Sanofi. Eh bien, je pense que c'est essentiellement l'accompagnement que l'on a sur... on a EuroAPI, mais aussi les investissements qu'on a sur les sites. Je pense que ce qu'il faut suivre, c'est l'investissement que l'on fait sur les unités pour gagner en performance. Ça va vraiment nous permettre d'augmenter nos capacités, de grandir, et donc de s'ancrer aussi dans les territoires pour une durée beaucoup plus longue. Ça fait 40 ans que ça dure et ça va durer encore 40 ans, c'est ce qu'on vous souhaite. On vous le souhaite. André Prigent pour Agrimer. Pour Agrimer, c'est une entreprise en EPV, c'est entreprise du patrimoine vivant, donc on est allé le chercher, ce label. C'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui est très connu. Ça distingue le savoir-faire à la française, l'excellence à la française. Les critères qui ont permis d'y accéder, c'est l'ancrage très fort du territoire, la maîtrise du savoir-faire, la maîtrise et l'enracinement de cette entreprise dans un métier de tradition, mais avec des valeurs d'innovation. Et donc, nous terminons un programme là. Nous allons arriver aux phases de protection brevet. On vient de certifier pour la partie biostimulant où nous sommes confrères. Et à une échelle tout à fait différente. Mais ça porte la fierté des gens qui collaborent à cette entreprise. Et puis, il faut innover, il faut avancer. On le fait pour nos territoires, on le fait pour l'économie et puis aussi pour tous ces collaborateurs. Franchement, à un moment donné, Plouguerneau, si on ne peut pas investir dans des territoires de bord de mer comme ça, on en fera des camps d'Indiens de nos petits villages littoraux. Plouguerneau, c'est 7000 habitants. Il y a un tiers de résidences secondaires. Donc, cette entreprise, elle a 80 salariés, elle a un écosystème, des restaurants, des hôteliers, des clients étrangers qui viennent. Il y a toute une vie qui s'inscrit autour de nos entreprises dans nos territoires. Donc forcément, nous allons continuer à dire que la Bretagne et les algues, c'est à Plouguerneau. Et vous en serez encore l'ambassadeur avec la force de conviction que l'on vous connaît. Henri Souris-Lavergne pour Timac Agro. Alors nous, on a vraiment un ancrage historique dans la région, donc les enjeux ne sont pas tellement bien qu'on continue à ouvrir des ateliers de production, comme l'an passé du côté de Pontrieux avec un nouvel atelier de biostimulant, mais je pense que l'une des clés, c'est la compréhension du marché, parce qu'on se doit, nos agriculteurs français, par définition, sont en France, donc on se doit de servir et de comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontés, et d'avoir une recherche quelque part qui est appliquée. Je me tourne vers Franck Jamois, qui est représentant notre recherche ici. C'est la combinaison entre la compréhension du marché et notre faculté à innover, à comprendre ce que sera l'agriculture de demain et quels sont les produits qui permettront de l'adresser, qui participe fortement, effectivement, à la continuité de notre présence en France. Et c'est quelque chose qui est extrêmement prononcé chez nous, et on n'a pas vocation à changer ça. Changer de stratégie. Voilà, absolument. Merci beaucoup. Allez, le mot de la fin avec vous, Franck, à l'issue de cette je pense qu'il y a en fait ce qui s'est dit là. En fait, moi, j'aime bien reprendre ma casquette de biologiste. En fait, on est tous des entrepreneurs, et en fait, il y a quelque chose qui s'applique à tous dans cette salle, c'est la théorie de Darwin. Donc, c'est la sélection naturelle. Donc, soit on s'adapte, soit on meurt. Je pense que tout chef d'entreprise veut s'adapter pour pouvoir poursuivre en fait son activité. Donc, on va tous s'adapter. Moi, je rêve en fait d'une usine d'extraction de mes arénicoles à Morlaix. Elle verra le jour, je peux vous l'assurer.
Et donc, je me battrai pour qu'elle voie le jour. Et puis après, donc, juste aussi pour dire un remerciement. Moi, ce que j'ai été vraiment étonné, alors pas étonné parce que je le savais, ça fait, moi, je suis bercé, j'ai été biberonné en fait au cri de santé, à I2D, à CVB, à BSB, etc. Vous voyez en fait comme ces structures sont personnalisées. En fait, on dit Stéphanie, on dit Ronan, on dit Jocelyne, etc. Et donc c'est extrêmement important, c'est-à-dire que les personnes, Hélène et j'en oublie, hein, je suis désolé, Charlotte et voilà. Donc c'est cette structure, elle est personnalisée. Donc et c'est extrêmement important en fait qu'on garde toujours cette façon de fonctionner, la proximité en fait avec les collaborateurs, la proximité avec les personnes qui nous, tu disais en fait, nous remet sur les rails. Ben, c'est exactement ça, c'est que on a cette force en fait dans ces structures, et je pense que cet état d'esprit, il faut le garder, le conserver pour le futur. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci à vous.